Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde. Yo, what's up? Bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible au complet, gratuitement, sur notre fil Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes où est-ce que vous écoutez les podcasts. Je vous rappeler qu'un épisode sur deux est disponible uniquement sur notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. Merci à tout le monde qui s'abonne, merci à tous les nouveaux éditeurs. Avant la fin de l'année dernière, on vous a envoyé dans une quête de bouche à oreille. Le bouche à oreille a vraiment commencé, fait que bienvenue à tout le monde qui est là, les nouveaux auditeurs. Puis merci d'avoir spread the word, spread de la bonne nouvelle. Puis c'est ça, il y a plein d'épisodes de Café Snake qui sont tous aussi bons que nos récents, fait qu'allez dig dans le back catalogue. Aussi, ouais, tout le monde, partagez puis mettez 5 stars. Live, genre, pendant que vous écoutez, faites pause un peu, ou faites pas pause, mais mettez 5 stars sur Spotify, Apple, ça aide vraiment. Mounir, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire comme les plus grands médias de notre province ont fait. On va parler de la situation Canada, États-Unis, Québec, mais à travers la lentille Café Sneakers. On va-tu se faire absorber, abominer, détruire, je sais pas, on va voir. Toi, Daphné, aujourd'hui, de quoi tu vas parler? Moi, je vais analyser et faire quelques remarques sur le passage de Zuckerberg à Joe Rogan, le podcast le plus écouté au monde. Je vais m'intéresser plus particulièrement à la vision d'un certain masculinisme musculaire qui est articulé lors du podcast. Sans plus tarder, les DG News. Doudoudou. We're in the heart of Hollywood, guys. There's no way to dramatize this. This is real and happening in real time. Can I hear your call? Because I don't believe it. We've been here for 13 years. Everything is gone. I won't ever get those pictures back. Bon matin, aujourd'hui c'est mon 427e joke d'apprentissage du québécois. Plus capable du monde qui crache sur le Québec, pis sur sa culture. On est un petit peuple qui se tient fort, pis moi je le chante pour que ça perdure. Pull up comme un matin d'octobre, pas du beat de la balistique, un Glock sur le bloc-notes. Que des tapins, c'est fucked up, mais long live Palestine, no peace on smoke dog. Okay guys, here is the very latest update on the TikTok ban. TikTok ban. TikTok! Est-ce qu'elle aime le Québec? Ce n'est pas vrai, elle voulait juste me riz. Elle est cool, elle est fédéraliste. Après tu te demandes pourquoi j'ai des 10. Dans le Digimix, aujourd'hui, on a mis plusieurs chansons qui nous semblent suivre la tangente nationaliste que Mounir a annoncé dans notre épisode de In et Out 2025. Fait qu'à voir si ça va continuer et si tu vas bien spéculer. Les pizzerias Salvatore ont pris naissance à Saint-Georges en 1964 après qu'un immigrant italien soit tombé en amour avec une beauceronne. Il y a une nouvelle dans le dernier épisode ou dans l'épisode des In and Out, on vous avait parlé qu'on voulait parler éventuellement, puis il y a comme un nouveau développement, c'est tout ce qui entoure la famille Abatiello, les propriétaires des bannières Pizza Salvatore, qui est une pizzeria qui fait de la pizza. Mais qui fait aussi beaucoup de promotions à Occupation Double. Qui font beaucoup de promotions partout dans l'univers médiatique des Québécois. Pizza Salvatore, c'était une petite pizzeria qui en avait deux dans la région de Québec. Puis en ce moment, il y a Pétienne, non seulement Pizza Salvatore, mais Topla, je pense Crèmerie chez Mamie, puis Jack Lecoq maintenant. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette famille-là, c'est qu'ils grossissent leur empire avec une forte présence sur les médias sociaux, principalement TikTok. Ils produisent excessivement beaucoup de contenu. Tu m'as dit que c'était comme un peu les Kardashians du Québec? Ben c'est ça, c'est parce que leur stratégie de marketing est menée par la directrice des communications VP Elisabeth Abatiello, c'est elle qui est en charge des communications, puis elle a créé une espèce d'écosystème Salvatore, un écosystème Abatiello. C'est une entreprise de deuxième génération, même peut-être troisième génération, je sais pas exactement la chronologie, mais l'entreprise, elle a été rachetée au père par 5 enfants. Les 5 enfants Abatiello, c'est eux qui dirigent la compagnie en ce moment, puis ils produisent tout du contenu sur leur compte particulier, puis chaque enfant a comme leur angle. Il y en a un qui va donner des takes plus politiques. Qu'est-ce que je t'ai écœuré de voir des hosties de conneries de même. Encore un autre 64,8 millions d'envoyés en Ukraine, notre argent à nous les Canadiens. Il y en a un qui va parler vraiment plus du produit, l'autre qui va parler plus de l'entreprise. Il y a même le père qui a un compte
un grand-papa grognon qui est tanné qu'on le dérange avec des TikToks. C'est un peu ça son personnage. Moi, qu'est-ce que je voulais ramener dans le Café Cynique, c'est que ils sont tellement dans une espèce de tangente expansionniste, puis dans un épisode plus dédié ou un segment plus dédié à ça, on pourrait analyser vraiment leur stratégie de communication, mais c'est vraiment le lancement de leur nouveau produit dans un secteur complètement différent qui m'intéresse puis que je veux qu'on garde un œil dessus. Ils veulent lancer une nouvelle plateforme immobilière qui s'appelle Yubi, qui va automatiser, simplifier toutes les transactions immobilières, qui veut être un espèce de service clé en main pour le vendeur de maison. Yubi, la nouvelle plateforme immobilière qui va être lancée le 1er mars, va vous fournir des leads à l'infini et gratuitement. Ça veut dire plus besoin de dépenser une scène noire en marketing. C'est terminé. Ils veulent choquer le monde de l'immobilier. Ils veulent devenir la plus grande plateforme d'immobilier au Québec. Est-ce que je me trompe ou ils ont dit qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle? Si tu vas sur leur site internet, une des forces du groupe Yubi, c'est leur intelligence artificielle qui vous aide. Normalement, vous aurez besoin d'engager telle personne, engager telle personne. J'en parle parce que j'ai vu quand même beaucoup de discours sur TikTok que vous allez entendre de gens dans le monde de l'immobilier qui se questionnent sur qu'est-ce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, qu'est-ce que les Abatiello vont faire. La plateforme immobilière Ubi. Depuis que la famille Abatiello ont fait l'annonce qu'ils reprenaient en main le projet de la plateforme immobilière Ubi, un projet qui veut mettre en place un système web où est-ce que les gens vont pouvoir annoncer eux-mêmes leur maison, puis sauver peut-être les commissions, puis faire appel à d'autres professionnels. Est-ce que le concept est bon? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont réussir à faire autrement, de façon innovatrice? Peut-être. Puis je trouve ça intéressant parce que la culture qu'ils mettent de l'avant, les Abatiello, c'est très politique aussi, parce que faut dire qu'un de leurs oncles, c'est Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, qui est, disons, le parti le plus à droite au fédéral. Et en fait, il y a une culture qui est très à bas les règles. Nous, on est des simples entrepreneurs. Libertariens. Ouais, on a plein... L'Office de la langue française nous met des bâtons dans les roues. Québec nous laisse pas avancer, puis tout. Puis là, c'est un peu cette idée-là qui amène sur le marché de l'immobilier. Tu sais, on est dans une crise du logement, on est dans une crise de l'accès à l'habitation, crise de devenir propriétaire, puis eux, ils sont juste comme, non, on va devenir le plus gros site, ça va être gratuit, personne ne va payer. Tu sais, il y a comme de quoi de scammy un peu dans le rollout de ça. Je sais pas c'est quoi encore, mais le site est supposé sortir le 1er mars. Fait qu'on a encore le temps, mais genre, je fais juste mettre la table maintenant. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent offrir? C'est un service où les gens vont pouvoir inscrire leur maison et vont recevoir des soumissions par des agents immobiliers pour dire, moi, je veux vendre ta maison, moi, je peux te faire tel tarif. Puis là, la personne qui vend une maison pourrait choisir, en fait. Il y a de quoi qui va se passer. Puis le marché de l'immobilier au Québec, justement, puis au Canada en général, c'est tellement une grosse industrie. Puis tu sais, ça ramène à OD. Il y avait 8 agents immobiliers à Occupation Double cette année, je pense. C'est dans l'air du temps, genre. Tu sais, si c'était n'importe quel kidam qui disait ça, comme moi, je vais révolutionner le marché immobilier au Québec, je serais comme, OK, go for it. Mais vu qu'eux, ils ont comme vraiment beaucoup de ressources, c'est vraiment des entrepreneurs établis, je suis comme, il y a de quoi qui va se passer avec ça, je sais pas encore, mais comme à garder sous le radar. To be continued. What's really happened is, for the first 20 years of the web, 15 years of the web, it was really organized around this concept of the follower, which is an idea that emerged at the beginning of Web 2, right? You had feeds, you had publishing, self-publishing tools like Facebook and Instagram and YouTube, and you could follow somebody and build a community, and that was essentially a guaranteed line of communication to the people that chose to follow you. They basically, when they said follow, it was not just, I like you and I like your work, it was, I want to hear the things that you have to say in the future. That's what the premise of the follow is. J'ai écouté cette semaine la podcast de Taylor Lorenz, une grande journaliste de la culture Internet qui a reçu le CEO de Patreon. Donc évidemment, c'est sûr qu'ils ont eu une conversation un peu biaisée, d'après moi, quand tu parles avec un chef d'entreprise. Il a parlé de ce qu'il appelle « the death of the followers ». Là, Mounir, tu dis que ce concept-là, c'est pas nouveau. Moi, je trouvais ça intéressant quand même parce qu'il faisait référence à, les médias sociaux quand c'est apparu dans nos vies. C'était vraiment construit autour du principe de l'abonnement, donc le following. La figure du follower, de l'abonné, était comme centrale à ces plateformes-là. Je pense par exemple à Facebook notamment, ou même Instagram ou encore Twitter. Avec des applications comme l'application TikTok, il y a vraiment un changement au niveau du contenu qui nous est présenté. TikTok, pour ceux qui l'ont pas, c'est un fil algorithmique où on va voir du contenu qui est basé sur nos intérêts, ou en tout cas du moins ce que l'algorithme pense qui nous intéresse, et pas nécessairement du contenu des créateurs que l'on follow. Donc
Puis c'est comme si ce principe-là d'abonnement et la figure de l'abonné devenait moins importante. Ça l'affecte un peu les relations parasociales parce que sur TikTok, c'est comme si le nombre d'abonnés était gonflé. Donc, il y avait vraiment une espèce de quantité beaucoup plus grande que sur d'autres plateformes. Par exemple, il y a la danseuse Enola Bédard, qui est une danseuse québécoise qui habite, je pense, présentement à LA, qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a un énorme following. Elle a même passé à Tout le monde en parle. On a regardé hier, puis elle a 16,9 millions d'abonnés sur TikTok. Mais c'est comme si ce nombre d'abonnés-là n'était pas nécessairement traduisible en un lien parasocial extrêmement fort. C'est un lien qui est plus précaire, qui est plus volatile, parce qu'il se crée justement sur une plateforme TikTok qui ne va pas nécessairement focaliser sur cette idée d'abonnement puis de lien parasocial. À travers l'espèce d'économie de l'attention puis de créateurs de contenu, il y a souvent des espèces de grosses conventions, des réunions où les créateurs de contenu peuvent rencontrer leurs fans. Puis là, il parlait du fait qu'il y avait eu de plus en plus de difficultés pour les stars de TikTok à aller attirer ces gens-là lors des conventions. Donc, les gens se présentaient pas. Puis moi, c'est drôle parce que cette année, j'ai vu Enola Bédard dans une convention avec sa mère qui apparaît à son booth, puis il y a absolument personne, puis elle se tourne les pouces. On voit que le lien parasocial n'est pas du tout le même qu'ailleurs. Ça me faisait penser aussi à une politique que Meta avait annoncée et qui allait commencer à amorcer en créant des profils ou des identités générées par l'intelligence artificielle sur leur plateforme, des profils comme ça artificiels qui allaient interagir avec le contenu des autres, qui allaient même générer un engagement, par exemple, en commentant, en publiant du contenu aussi. Puis là, je pense qu'il y a vraiment eu des grandes critiques de cette politique-là qui ont annoncé, donc ils l'ont comme un peu, se sont rétractés, là. Tu sais, c'est comme si ça venait un peu fausser les métriques d'engagement, le fait qu'il y a des faux followers, mais ça, c'est pas nouveau, mais qu'il y a aussi de l'engagement qui est artificiel. Dans un futur rapproché, qu'est-ce que les métriques d'engagement vont nous dire vraiment? Qu'est-ce que ça va nous révéler? Je pense que ces métriques-là ou ces chiffres-là sont peut-être amenés à perdre un peu de leur signifiance ou de leur valeur. Pas que le follower, c'est une figure qui va plus exister, mais la façon qu'on va mesurer, quantifier l'engagement, ça va devenir de plus en plus difficile. Et c'est intéressant parce que c'est cet engagement-là qui attire les compagnies, puis c'est sur cet engagement-là qu'on se base pour générer des partenariats publicitaires, etc. Donc, c'est comme si le modèle économique de la création de contenu était amené à être un peu perturbé. Ben, c'est intéressant parce que, tu sais, même sur Vine, c'était un fil qui était somme toute algorithmique, mais qui était plus ranké, mais l'époque des conventions de créateurs de MagCon et de VidCon dans le milieu des années 2010 était tellement comme populaire, puis il y avait tellement beaucoup de gens qui se présentaient à MagCon. Il y a des auditeurs qui écoutaient qui étaient sur Vine dans ce temps-là. Dans quelles années, mettons? Le milieu des années 2010. Okay. Il y avait un fil algorithmique, mais il n'y avait pas tant de contenu dessus généré par les utilisateurs. C'était beaucoup une classe de créateurs qui faisaient du contenu sur Vine qui était populaire, tandis que TikTok, il y a juste tellement de contenu que le monde... moi, tu sais, je regarde les vidéos des Outdoor Boys, c'est un vieux monsieur qui fait du camping sauvage en Alaska. Genre, ce gars-là, je suis même pas abonné à lui sur aucune plateforme, mais ses vidéos viennent tout le temps sur mon feed le soir. Puis je les écoute avant de dormir. Exact. Moi, je consomme beaucoup de contenu sur la souffrance humaine. On en a déjà parlé de ça. Je pense pas qu'on en a parlé dans Oh le my God. Mais c'est comme si j'avais développé ce goût-là où les algorithmes savaient que... Non, mais je sais pas si t'as développé ce goût-là, mais t'es juste pas capable d'arrêter de regarder, genre. Des gens avec des grosses pustules, toutes sortes d'affaires. Puis là, moi non plus, je suis pas abonnée au compte de cette femme-là, mais il y a une femme qui a le cancer, qui est en phase terminale, puis qui est en train de mourir. Fait que je suis un peu son espèce de déclin, son agonie. Là, elle est rendue vraiment, c'est les derniers jours, voire peut-être les dernières semaines de sa vie, mais je me suis jamais abonnée à son compte. Mm-hmm. Ni au compte de sa fille. Mais tu connais son nom même? Deborah. Ok, ouais. Quand même, là. Ça fait des mois maintenant que je suis son agonie, sans m'être abonnée. En contraste à ça, il y a plein de gens auxquels je me suis abonnée sur TikTok que je vois jamais sur mon fil algorithmique. À travers l'abonnement, c'est que tu exprimes le désir de voir du contenu. Tu dis « Ah, cette personne-là m'intéresse, j'ai le goût de voir qu'est-ce qu'elle a à dire dans le futur sur X, Y, Z, mettons. » Mais je les vois même pas, ces gens-là. So I'm going to have to start thinking about TikTok. I think we're going to have to start thinking.
Puis parlant de TikTok, le prochain DigiNews, c'est que le ban de TikTok aux États-Unis est encore prévu pour le 19 janvier 2025. Selon ce qui est prévu dans la loi, TikTok devrait être effectivement banni aux États-Unis le 19 janvier. La Cour suprême des États-Unis va entendre les arguments de TikTok au début de cette semaine, si vous écoutez l'épisode la semaine que l'épisode sort. Puis c'est ça, moi, personnellement, si on y va dans la spéculation, je pense pas que TikTok va être banni. C'est mon gut feeling depuis le début. Ben, seul l'avenir nous le dira. Mais je me demande justement, parlant de spéculation, si c'est quelque chose qui est inscrit sur le site Polymarket. Ça dit, est-ce que TikTok va être banni des États-Unis avant mai 2025? Le oui a 68% de chance en ce moment. Polymarket, on en a parlé dans un épisode qui est entièrement disponible seulement sur notre Patreon, un excellent épisode qui s'appelle « La réalité spéculative ». Et ça, c'est un site où on peut parier de l'argent sur la probabilité qu'un événement réel se passe ou non. Mais c'est chaud, genre. Là, je dois évacuer, je sais pas quoi prendre, je sais pas ce qui est première nécessité, ce qui est pas première nécessité. J'évacue en full glam, j'allais filmer un unboxing Skims, et nous voilà en train d'évacuer parce que le feu s'approche de nous, mais c'est une blague. Notre dernière DigiNews, c'est concernant le feu en Californie. Donc, on sait que depuis plusieurs jours maintenant, là, au moins une semaine, à Los Angeles, qui est la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, il y a vraiment des incendies qui ravagent la ville. Dimanche soir, Radio-Canada disait qu'il y avait eu 24 morts jusqu'à date. Donc, ça, c'est le bilan. Évidemment, plusieurs personnes encore portées disparues. Ils ont un traitement médiatique qui est quand même différent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quote-unquote influents, qui ont des grandes tribunes, des acteurs, des influenceurs, puis on peut voir cet événement-là à travers leur lentille, et ça a amené beaucoup de discussions sur Internet sur à quel point ces gens-là, en fait, étaient vocaux quand ça les concernait eux, mais pas quand ça concernait d'autres personnes dans le monde. Je suis tombé sur un live stream sur Twitch de Asanabi qui est en train de regarder un show de nouvelles. Le feu est parti en direct. Comme vraiment, il y a une espèce de importance qui est mise dans le fait qu'on voit ça en real time, this is live. Puis en même temps, t'as Hassan Piker qui lui vit à Los Angeles, qui était à quelques miles de où est-ce que les feux étaient partis. Donc son chat se mettait à avoir peur, s'inquiéter pour sa sécurité. Puis lui, j'ai l'impression qu'il essayait de les rassurer, mais il jouait un peu là-dedans, dans le sens que comme « Ah ouais, nous on est prêts à évacuer », puis tout. J'ai vu une citation qui circulait quand même beaucoup sur X de Perthshire Mags, puis qui a été repartagée par Ryan Broderick de Garbage Day, qui dit « Climate change will manifest as a series of disasters viewed through phones with footage that gets closer and closer to where you live until you're the one filming it. » Puis moi, je dirais encore mieux, until you're the one streaming it. J'en avais parlé dans mon article pour la presse, médiatiser les tempêtes, mais il y a cette dimension-là maintenant avec le live streaming où on est vraiment au cœur de la tempête en live. Une autre chose que j'ai remarqué que je trouvais intéressant, c'est de voir ces gens-là, souvent des stars, des gens avec énormément de possessions matérielles, qui doivent évacuer, qui reçoivent des avis d'évacuation, puis tu les vois sur TikTok, devoir rassembler le nécessaire, l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'elles vont décider de sauver, ces personnes-là? Tu voyais des gens comme Jojo Siwa qui décidaient finalement de sauver ces vieux costumes, ces costumes viral pailletés. Souvent, c'était des trucs comme, mon animal de compagnie ou genre des vieilles photos, une boîte avec des photos. Donc, on allait vraiment vers des trucs qui étaient plus affectifs que matériel, ouais. OK, donc moi, j'ai appelé mon segment Zuckerberg musculaire et je parle de Mark Zuckerberg, le CEO de Meta. Il a été de passage à l'émission de Joe Rogan, le podcast le plus écouté au monde. Joe Rogan Experience. C'est ça. Puis, il a articulé une certaine vision de la masculinité. Moi, j'ai dit masculinisme musculaire et c'est ça qui m'a intéressée, mais pour mettre le tout en contexte, il faut dire que, et là je me base sur un article que je vais mettre dans les notes, mais ça s'appelle Mark Zuckerberg Eternal Apology Tour, qui est paru dans The Intelligencer et qui a été écrit par John Herman. Donc il dit: nous sommes le 7 janvier 2025, tadadam, et le nouveau Zouk s'affiche à nouveau. Il répond aux critiques post-électorales comme il fait soi-disant toujours. Donc, toujours post-élection, il va faire une annonce. Il répond aux critiques sur la façon dont la plateforme gère la modération. Et cette fois-ci, il a une petite touche d'originalité lorsqu'il déclare:
il est temps de revenir à nos racines en matière de liberté d'expression sur Facebook et sur Instagram. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je veux pas nécessairement revenir sur cette annonce-là. Il a dit plusieurs affaires, notamment qu'il va pas nécessairement arrêter de faire du fact-checking. Il va changer le système. Il va s'inspirer de Twitter avec les community notes, l'espèce de fact-checking. Crowdsourcé par les utilisateurs. Ouais, puis il a annoncé d'autres changements aussi par rapport au sujet qui allait être policé ou non policé. Il y a toutes sortes de langage haineux qui va être maintenant permis. Puis, il y a aussi l'idée qu'il va mettre fin à son programme de diversité, égalité et inclusion. En anglais, on dit DEI. Cette décision, selon le Nouvel Obs, s'aligne quand même avec Trump. C'est un virage politique à droite ou anti-woke. Et ça s'inscrit dans une démarche où il y a plusieurs grandes entreprises américaines comme McDonald's, Ford, Amazon, Walmart qui reviennent sur leur politique de diversité, égalité et inclusion. Puis là, juste pour dire, oui, on dit que c'est un virage politique à droite, mais il y a des commentateurs qui disent que c'est pas vraiment un virage parce que Zook s'est toujours aligné avec ses intérêts personnels. Et évidemment, genre, il va s'acoquiner avec le pouvoir. Donc, après chaque élection, littéralement, il a fait une annonce de ce genre où il a professé une nouvelle direction, entre guillemets, prise par Meta. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est en dehors de son modus operandi habituel. Et là, il a fait cette annonce-là le 7 janvier. Le 10 janvier, il a accordé une interview de presque 3 heures à la podcast de Joe Rogan, un peu pour faire comme, pour publiciser son changement de cap, peut-être. Son deuxième passage, il était passé aussi il y a 1 an et demi. Ben moi, je dois dire que j'écoute pas vraiment Joe Rogan, mais là, je me suis quand même forcée. J'ai été assez surprise parce que je m'attendais pas à ça, mais à peu près la moitié de l'interview a été consacrée à parler de viande, de chasse, de tir à l'arc et de jujitsu. C'est là qu'on voit le fait que ce soit pas une auditrice habituelle parce que c'est souvent quand des gens sont stressés d'avoir à parler du monde ou parler de peu importe qu'est-ce qu'eux ils entreprennent. Ils veulent pas trop, je sais pas, libérer leurs paroles. Exact, fait qu'ils vont lancer Joe sur ces sujets qui sont ses domaines d'expertise comme les arts martiaux mixtes, la chasse, les animaux, les pyramides, les extraterrestres. Puis là, tu sais que Joe peut parler pendant 1h30 puis se répéter complètement. Mais il va le faire parce qu'il est devant toi pour la première fois. Il est passionné. C'est ça. C'est une tactique pour pas s'exprimer nécessairement sur ses vues politiques, de juste se mettre à parler de chasse et de viande. OK! Mais en tout cas, je vais m'en rappeler si jamais j'ai une entrevue. Ça, c'est vraiment ces sujets-là qui m'ont intéressée. Des sujets qui ont peut-être l'air anodins, mais moi, c'est là-dessus que j'ai un peu stické. Puis on parle beaucoup, justement, de rebrand quand on parle de Zuckerberg, un rebrand qui se serait amorcé quand même depuis quelques années, là. On dit même yassification, glow-up. On emploie toutes sortes de termes là, pour parler de cette espèce de transformation esthétique, physique, pas juste dans sa politique. Ça s'est d'abord passé, en fait, avec l'esthétique. Ce chiffre-là, selon certains utilisateurs, aurait commencé il y a à peu près 6 ans. Mounir m'a envoyé un tweet où on voit Mark Zuckerberg, il y a 6 ans, dans sa cour, qui fait un genre de... Qui smoke some meat. Qui prépare de la viande, mais qui insiste beaucoup sur le sujet de la viande. Hey everyone, we are live from my backyard where I am smoking a brisket and some ribs. I'm making meats now. Smoking these meats here. Our little meat smoking. It's smoking. So, I'm the meat chef. Yeah, someone asked me, do I smoke meat? Smoking meat. Smoking these meats. Smoking meats earlier in the day. Smoking these meats, just set the charcoal up and you set the wood chips up, and then smoking meats, grilling meats. L'impression que ça donne, c'est qu'il y a une forme de mise en scène d'une certaine masculinité normative qui est vraiment appuyée. Ça serait comme le début de sa lente transformation. Et ça touche à des sujets qu'on a déjà abordés dans un super épisode de Café Snake qui s'appelle Viande et Subaton, qui est disponible seulement en entièreté sur notre Patreon. Donc, si ça vous intéresse, je vous dis, là, allez écouter ça. Donc, c'est ça, comme je disais, avant que ça s'incarne dans des changements de politique, ça a d'abord été esthétique. Tu sais, je pense qu'avant, Zuckerberg, il était très, très normie dans la façon dont il s'habillait. C'était toujours la même affaire. Ben, ça venait de l'école de Steve Jobs, en fait, de créer une espèce d'identité visuelle qui est neutre et pas
intéressante, ni même réfléchie, mais juste... Je pense qu'il essayait d'envoyer un message à travers cette façon-là de s'habiller, une image de nerd un peu tech-savvy, awkward, qui mettait pas d'emphase sur son expression, l'expression de son individualité à travers ses vêtements. Il a même déclaré que, bon, choisir ses vêtements, c'était quelque chose qui le fatiguait, qui consommait son énergie, et que lui avait la chance de se réveiller tous les jours et d'aider plus d'1 milliard de personnes. Donc, il avait l'impression de ne pas vraiment faire son travail s'il dépensait de l'énergie pour des choses qui étaient frivoles et stupides comme les vêtements. Fait qu'en faisant ça, puis là, je tiens cette citation d'un article dans Vanity Fair que je vais aussi mettre dans les notes. Mais on sent vraiment que ce qu'il veut exprimer, c'est qu'il est vraiment au service de l'humanité. Donc, il est selfless. Il s'oublie dans cette espèce de service-là qu'il nous rend. Service entre guillemets. Comme s'il était sans égard pour sa propre personne, puis qu'à travers ça, son individualité disparaît parce qu'il était vraiment désintéressé. C'est comme ça qu'il se fait apparaître, donc altruiste. Ça contraste beaucoup avec son look d'aujourd'hui, où d'emblée, dans l'annonce qu'il fait le 7 janvier, il met déjà en scène son pouvoir économique. Par exemple, il porte une montre qu'on évalue à 900 000 $. C'est une Greubel Forsey. C'est un modèle tourbillon fait main et il y aurait juste 3 modèles de ces montres-là qui sont produits chaque année. Et il met aussi en scène son individualité maintenant dans ses choix vestimentaires. Par exemple, sa passion pour la Grèce antique, donc ses propres intérêts à lui. Cet automne, à Meta Connect, qui est un événement de 2 jours où il va publiciser les technologies, les projets de Meta, il portait un t-shirt vraiment ample avec une inscription en latin qui était Hot Zouk Hot Nihil, qui veut dire soit Zouk, soit rien. Et c'est un jeu de mots ou un genre de clin d'œil à une citation qui est Hot César, Hot Nihil, donc soit César, soit rien, soit empereur, soit rien. C'est pas du tout désintéressé, c'est le contraire d'être selfless parce que ça l'indique une forme d'ambition personnelle où il se perçoit presque comme un empereur. Puis il a même contribué à designer une série de t-shirts justement où il a travaillé avec des citations qu'il aimait particulièrement de l'époque comme ça, de la Grèce ou de la Rome antique. Par exemple, Pathéis Matos, qui veut dire « learning through suffering ». Justement, il a aussi nommé ses enfants, Auguste et Aurélia, 2 petites filles, en l'honneur de 2 empereurs romains. It goes deep. Augustus et Marcus Aurelius. Puis je sais pas si tu as vu, mais cette année aussi, il a fait construire une immense statue de sa femme pour... Ça, c'était il y a une couple d'années, là, mais moi, je me rappelle de ça. C'était l'année, il y a 2 ans. OK. Mais c'est ça, une imposante statue. Puis il a proclamé qu'il voulait ramener la tradition romaine de faire des sculptures de sa femme. Wow. Fait que j'espère que tu vas me sculpter. Je vais te sculpter sur moi. Puis c'est ça, ça s'inscrit dans l'espèce de trend Roman Empire. Là. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur TikTok, je pense que peut-être. Quand les filles demandaient à leurs copains combien de fois par jour tu penses à l'Empire romain, puis étonnamment, il y avait beaucoup d'hommes qui pensaient souvent à l'Empire romain. Ask me a question. Okay. How often do you think about the Roman Empire? How often do I think about the Roman Empire? Yeah. Pretty consistently. Wait, you're kidding? No. Like, how many... Because I'm big into martial arts. No, but like, that is... How often? How often? Yeah. Do you think about the Roman Empire? Like a number weekly? You think about it weekly? For sure. Every time I fight people, crazy. I think about like walking into the Coliseum. Dans un article du New York Times, on se demande mais c'est quoi le problème avec ces hommes-là qui trippent tant sur la période gréco-romaine. Et là, il y a une espèce de professeur des classiques à l'Université Columbia qui dit cet attrait-là pour l'ère gréco-romaine, especially auprès des jeunes hommes, ça semble être associé à un désir pour le pouvoir. Et là, parenthèse, j'ai lu plusieurs textes d'une autrice sur son blog qui s'appelle Pocket Observatory. Là, après ça, on en prend, on en laisse. Mais elle s'intéresse, elle, à justement toutes ces références esthétiques gréco-romaines chez des membres de la New Right, donc ce groupe informel qu'elle appelle la Nouvelle Droite, qui est
quand même composée de personnes au pouvoir et de milliardaires. Elle dit que ça devient important aussi de s'intéresser à cette période-là historique quand on s'intéresse au discours de ces hommes-là, particulièrement, mettons, l'annonce de Zuckerberg qui parle de liberté d'expression. Parce que, selon elle, donc Meg Conley, la femme qui écrit sur cette période, ce principe de liberté-là, il est souvent revendiqué par la New Right, donc la nouvelle droite. On parle de liberté vraiment à toutes les sauces, là, pas juste de liberté d'expression, mais il faut le comprendre et le mettre en relation avec le concept de liberté, la façon qu'on avait d'envisager la liberté à l'époque de la République et de l'Empire romain. Et cette liberté-là, elle est très différente du concept de liberté contemporain. La liberté romaine, c'était quelque chose qui existait, qui coexistait avec l'esclavage, puis qui était proportionnel à sa propriété privée. Donc, plus on était riche, plus on possédait d'esclaves, par exemple, plus on était, entre guillemets, libre. Donc, c'est une liberté qui fleurit sur l'oppression des autres. Selon elle, donc, dans la Rome antique, un homme n'était libre que s'il pouvait exercer une forme de domination sur les autres, puis c'est ce concept-là, cette idée de liberté-là qui, selon elle, est reprise par les membres de la New Right. Fin de la parenthèse, donc on revient à la transformation de Zuckerberg. Oui, il y a des clins d'œil gréco-romains et tout ça. Là, j'ai parlé de ses chandails avec ses citations, mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? C'est ses cheveux, le plus important, le plus réussi. Ouais, tu trouves? Ça l'a vraiment transformé. Je trouve que ça lui va bien. Il est plus musculaire aussi, tu sais, il a comme une carrure. Parce que depuis la COVID, il aurait développé un intérêt pour le sport, notamment le jiu-jitsu. Non seulement ça, mais il porte aussi maintenant une grosse chaîne en or, qui est une référence à une genre de prière juive, je pense. Fait que il porte du bling. Iced out. C'est quoi iced out? Continue. Le journaliste de la culture Internet, Max Reed, il dit aussi que, personnellement, il n'y aurait pas d'objection à ce qu'on verse un peu dans la théorie du complot, puis qu'on dise « Hey, cet homme-là, il a accès à des données vraiment granulaires sur toutes les tendances socio-culturelles et politiques qui changent tout le temps, mais qui sont du moment, et qui, à travers ça, à travers cet accès-là, à toutes ces données-là, pourrait se transformer lui-même en trending topic humain à travers notamment son mode vestimentaire, mais aussi ses choix de passe-temps, puis refléter finalement qu'est-ce qui est à la mode, l'activité, les sentiments dans l'air du temps. » Fait que dans le fond, Zouk, c'est le zeitgeist. Who knows, Cherry? Je sais pas. Bref, ce changement d'esthétique-là et plus largement sa performance masculine se retrouve dans le podcast de Joe Rogan. C'est même discuté, analysé. On parle beaucoup de jiu-jitsu, mais aussi de chasse, comme je vous ai dit. Il va parler d'arts martiaux, tout ça, avec Joe Rogan. Et là, Joe Rogan, il va lui demander ce que la pratique du jiu-jitsu a fait pour transformer sa perspective politique. What has it done in terms of one of the things that a lot of people said, and I have too, like nothing turns you into a libertarian quicker than jiu-jitsu. I don't know why that is. I think it's the hard work thing. It's the cutting out all of the bullshit and realizing how much of the things that we take as real things are just excuses and bullshit. C'est comme si, à travers ce commentaire-là, Joe Rogan nous disait qu'au final, tu sais, le jiu-jitsu, c'est un sport de no bullshit, pas d'excuses, une forme d'ascétisme. Ça me fait penser au stoïcisme, qui est très populaire chez ce type de bro-là, qui nous rapproche d'une certaine vérité. Il y a vraiment un rapport entre ta pratique de passe-temps, ta nouvelle esthétique, puis comment ça arrive à affecter, c'est ça, direct. Zouk va parler à travers ça de l'émasculation dans le monde des affaires. Just I think a lot of the corporate world is like pretty culturally neutered. And I just think like having, you know, I grew up, I have 3 sisters, no brothers. I have 3 daughters, no sons. So I'm like surrounded by girls and women like my whole life. And it's like, so I think, I don't know. There's something, the kind of masculine energy, I think, is good. And obviously, you know, society has plenty of that, but I think corporate culture was really like trying to get away from it. And I do think that there's just something, it's like, I don't know, all these forms of energy are good. And I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive. But I think these things can always go a little far. And I think it's one thing to say we want to be kind of like welcoming and make a good environment for everyone. And I think it's another to basically say that masculinity is bad. And I just think we kind of swung culturally to that part of the kind of the spectrum where, you know, it's all like, okay, masculinity is toxic. We have to like get rid of it completely. It's like, no, like it's, both of these things are good, right? It's like you want like feminine energy, you want masculine energy. Like I think that that's like, you're going to have parts of society that have more of one or the other. I think that that's all good. But I do think the corporate culture sort of
head swung towards being this somewhat more neutered thing. Au tout début, il dit que le monde des affaires est culturally neutered, donc c'est comme si c'était une sphère culturellement castrée, châtrée, émasculée, donc entendre féminiser. En neutered, c'est en anglais le terme qu'on utilise pour dire qu'on pratique souvent sur les individus avec des pénis, l'ablation ou la destruction d'un organe nécessaire à la reproduction. Donc, c'est comme s'il brandait finalement les efforts progressistes qui se sont développés dans les dernières années comme étant des efforts qui efféminisaient le monde des affaires. Et moi, je trouve qu'à travers ça, on genre le wokisme comme quelque chose qui est féminin. Puis ça devient la guerre au wokisme ou cette idée de anti-woke, ça devient un rapport de force qui serait entre une énergie féminine et une énergie masculine. Mais c'est pour ça qu'Elon appelle Justin girl. Exactement, on a vu ça tout récemment, je l'ai mis dans mes notes. Quand Elon a féminisé Trudeau cette semaine sur Twitter, sur X, pardon, il l'a appelé girl. C'est quoi qu'il a dit déjà? Il lui a dit « Girl, you're not even the governor of Canada anymore. Your opinion doesn't matter. » En féminisant un homme de pouvoir, c'est une façon finalement de lui retirer son pouvoir. Mm-hmm. C'est très, très essentialiste comme discours, là. C'est quand même particulier qu'on revienne, boom, backlash, directement à l'essence de qu'est-ce que serait une énergie féminine ou une énergie masculine et que l'agressivité, hein, c'est bon, mais c'est considéré comme étant masculin. Mm. Pourquoi l'agressivité est un genre, tu sais? Masculine energy is good. Et là, on nous dit, bon, c'est quelque chose qui est sain, qu'elle reste à définir c'est quoi l'énergie masculine, et il y en aurait peu ou moins, ou ça serait moins bienvenu dans la corporate culture. Mais c'est aussi parce que c'est les sphères dans la corporate culture qui sont dominées principalement par des femmes. Ça va souvent être les postes administratifs de relations et de ressources humaines, les postes de middle management, puis mettons les espèces de divisions d'ingénieurs d'une compagnie comme Meta vont être remplis d'hommes avec peu de femmes. Ouais. Puis ça crée une espèce de rapport de confrontation où est-ce que les ingénieurs sont tout le temps gossés par les ressources humaines que eux ils voient comme créant aucune valeur dans l'entreprise. Fait que c'est pour ça que Elon, quand il a acheté Twitter, il a fait passer chaque employé devant lui pendant 3 minutes puis il a dit « Explique-moi ta job ». Puis il a renvoyé presque 75% du staff. Je suis pas mal certain que la majorité des gens qu'il a renvoyés, c'est des femmes. Mais je trouve ça intéressant que, par exemple, il veut célébrer l'agression un peu plus, mais il genre l'agression. Pour lui, l'agression, c'est masculin. Alors que l'agression en soi, c'est pas propre à un genre. Mm-hmm. Il y a des femmes agressives, il y a des hommes agressifs. Fait que c'est vraiment comme s'il rebrandait tout le wokisme comme étant une guerre entre des énergies masculines et des énergies féminines. Il y a un essentialisme du genre qui est en jeu. Je trouve ça intéressant que, dans le fond, à mots couverts, on parle justement de DEI, donc ces comités-là de diversité, équité et inclusion, mais qu'on concentre ça comme une guerre entre des énergies masculines et féminines, parce que à la base, c'est vraiment un truc qui est super intersectionnel, puis ça n'a pas nécessairement rapport au genre. Ça pourrait être justement avoir rapport plutôt au racisme. Je pense que ça, c'était la question centrale, surtout aux États-Unis, mais aussi, par exemple, à certains handicaps. Avec Zuckerberg en tant que tel, c'est que c'est un nerd at heart qui n'a jamais été one of the boys. Aussi. Ouais, exact. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, comme moi, j'ai joué au football pendant mon parcours scolaire jusqu'au cégep, jusqu'à l'université. Tu sais, j'ai eu mon overdose de one of the boys, tu sais. Fait que lui, il découvre là dans la quarantaine, puis là, il est comme enamored, il est comme oh my god, je suis dans un environnement masculin, on peut crack joke, on peut être fucking vulgaire. C'est ça que j'ai besoin, c'est ça qui a manqué tout le temps dans ma vie. Ben, je pense que c'est son image publique qui était justement efféminée. Puis là, dans ce podcast-là de Joe Rogan, pourquoi il parle autant d'énergie féminine et masculine, c'est qu'il est en pleine performance de sa propre masculinité. Je suis un homme tel que vous l'entendez dans votre discours essentialiste. Mm-hmm. Je suis agressif, je chasse, je fais du barbecue. Mm-hmm. Puis j'aime ça me battre avec mes amis. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que cette importance-là pour lui de performer sa masculinité, pour qu'on le prenne au sérieux, pour qu'il accède finalement à une espèce de pouvoir, d'influence en allant au podcast de Joe Rogan, ce que ça nous dit, c'est que dans le monde corporate, on ne te prend au sérieux et on ne t'accepte pleinement que si
tu offres une performance de la masculinité normative qui nous semble authentique, qui répond à certains critères. Fait que finalement, il explicite, il avoue le sexisme du monde des affaires dans ce discours-là. Parce que c'est ça qu'il est en train de performer. Il veut se faire accepter par les bros. Il veut se faire accepter par des gens comme Joe Rogan. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire accepter? Jouer le jeu. Puis je pense que c'est parce que c'est l'axe le plus facile pour lui dans lequel il peut réhabiliter son image après avoir participé à plein de campagnes politiques, en fait, autour de contrôle de certains discours, autour de la pandémie, autour des élections, puis tout. Puis là, lui, sa façon de réhabiliter son image, c'est de revenir par le UFC, par le MMA, de venir par les bros. Mais tout ça, qu'est-ce que ça cache? C'est que, dans le fond, j'ai collaboré avec vous. Tu sais, les gens qui sont adeptes de la New Right ou peu importe, le fait que Facebook, Meta ait censuré le Hunter Biden laptop story aux heures de la campagne de Biden, qu'est-ce qu'il a dit lui-même, Zuckerberg, c'est quelque chose qui va pas être pardonnable. Fait que là, il essaie de faire oublier ça, puis Joe Rogan, ça devient cette espèce d'endroit de réhabilitation à ces personnes-là qui ont collaboré avec l'establishment. Born Again Mascu, genre, il concède que pour avoir du succès dans le monde de l'influence des affaires, dans le monde, point, il faut être un homme. Il faut performer des qualités qu'on associe aux hommes. Durant la podcast, j'ai l'impression que Joe Rogan, pendant au moins une bonne heure et demie, va driller Zuckerberg pour savoir si sa conversion est vraiment authentique, si sa masculinité qui est mise en scène, qui est performée, elle est vraiment réelle, si c'est vraiment un homme ou c'est seulement une performance. Je sais pas, j'ai écrit dans mes notes, son changement politique est aussi interprété comme un changement de genre. C'est comme s'il avait transitionné. Puis là, il parle de chasse ensemble. Il lui pose des questions sur la chasse. Quand Zuckerberg parle du tir à l'arc, justement, puis là, il dit, tu sais, moi, je préfère tirer à l'arc. Je trouve que c'est plus rewarding. C'est plus satisfaisant, disons, que juste utiliser un fusil. Là, tu vois Joe Rogan qui va vraiment le driller sur ça, le questionner, l'interroger pour savoir, tu sais, quel genre d'arc est-ce que t'as, nanana. On a vraiment l'impression qu'il quiz sur sa virilité. What kind of bow do you have? Gosh, I didn't get to do it this season, but do you know the company that makes it? Not off the top of my head. You have to know. Yeah, no, this is embarrassing. This is embarrassing. I can get you hooked up. Yeah, it works. Okay. Do you know how old it is? No, it's not old. Okay. I think it's like just a compound bow that I got strung to my draw length. And did you get someone to coach you? Yeah. Who coached you? It's basically a bunch of the guys who help run security around the ranch. Parce que Joe, il sait qu'il dit ça juste pour plaire à Joe, genre. Il y a tellement de dudes qui se sont assis devant Joe puis qui ont fait à croire que genre ouais, moi aussi moi je tire à l'arbalète, moi je tire ça. Genre il y a un bullshit détecteur, genre il sait que Zuck fait juste il y a un gros segment que je vais pas mettre où le mansplain justement sur comment tirer à l'arc. Je trouvais ça intéressant de voir à quel point sa performance de la masculinité à travers des sujets comme la chasse ou le tir à l'arc était même remise en question au sein de l'épisode de Joe Rogan, parce que tu le vois vraiment le quizer sur sa virilité, sur son aptitude vraiment à connaître, bon, c'est quoi ton arme. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette entrevue, mais tu sais, je veux pas que mon segment dure 4 heures non plus. Mais juste pour dire que j'ai appelé le segment masculinité ou masculinisme musculaire en faisant référence à un article sur lequel je suis tombée en écrivant mon nouvel article dans la presse qui s'appelle « Christianisme sauce Internet ». J'ai lu un article dans The Telegraph qui, tout récemment, là, il y a à peu près une semaine et demie, ça a été publié, qui parlait d'un mouvement de vraiment beaucoup d'hommes célibataires et jeunes aux États-Unis qui quittaient des églises traditionnelles, disons, protestantes, là, chrétiennes, pour aller rejoindre les rangs de l'Église orthodoxe, qui trouvait que cette confession-là était finalement plus masculine, qui collait davantage à leurs valeurs, et ces jeunes hommes-là trouvaient aussi que leur Église plus traditionnelle, protestante, c'était avec le temps féminisé. Et là, dans l'article, on citait une experte qui disait que ça faisait penser, ce mouvement-là, au christianisme musculaire, qui est un mouvement religieux né en Angleterre au milieu du 19e siècle et justement qui est caractérisé par certaines valeurs très précises comme on va valoriser la discipline, le sacrifice de soi,
à travers le sport, notamment la masculinité, mais aussi la beauté physique et l'athlétisme. Et j'ai interviewé un chercheur pour écrire mon article dans la presse qui s'appelle Jean-Philippe Perrault. C'est un professeur à la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval. Puis lui me dit, tu sais, il y a du religieux en dehors de la religion. Fait qu'on pourrait même considérer le jujitsu, la chasse, la passion viande comme des formes de religieux, de religiosité. De pratiques spirituelles. C'est ça, en dehors de la religion. Comme par exemple Joe Rogan qui dit, tu sais, il n'y a rien qui te transforme en libertarien autant que le jujitsu, fait que ça va vraiment influencer, façonner ta vision du monde. Fait qu'il y a un rapport religieux qui se crée parce que la religion, c'est quelque chose qui formate ta vision du monde, ta vision de l'avenir. Ça comprend aussi des mécanismes pour domestiquer ton angoisse face à la mort, par exemple. Le jujitsu, les espèces, l'éthos de la masculinité telle qu'on la voit articulée dans la podcast de Joe Rogan, c'est une façon de proposer un discours sur une vision du monde, des visions morales même. C'est ça, fait que je trouvais que finalement, on pourrait considérer ce genre de talk-là comme une forme de religiosité. Wow. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai appelé ce segment très originalement Canada, États-Unis, Québec. Depuis quelques semaines, Donald Trump fait ce que nos médias appellent une blague, que le Canada devrait être le 51e État des États-Unis. C'est une blague ou une provocation? C'est ça. Ouais. Tout ça commence quand Justin Trudeau est allé manger avec Donald Trump à Mar-a-Lago. Puis je trouve ça intéressant la place que Mar-a-Lago prend dans ce transfert de pouvoir, parce qu'on peut se rappeler qu'en 2016, c'était Trump Tower à New York qui jouait ce rôle de défilé de l'influence de Trump. Je me rappelle très bien de la controverse quand Kanye West s'est présenté à Trump Tower pour faire un photoshoot avec Trump. Depuis son élection, il y a comme une espèce de power trip de Trump, ou même, on pourrait dire, rituel d'humiliation, de faire défiler à Mar-a-Lago toutes les personnes qui ont hate sur lui. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Justin Trudeau, Bill Gates, ils organisent des banquets où simplement être présent sans même parler à Trump, c'est comme un signalement social. Lui, il va se présenter là-bas, il va venir faire un petit speech au banquet, il va s'asseoir pendant 30 minutes, tout le monde est comme, va pouvoir mettre une photo d'eux à Mar-a-Lago sans même avoir parlé à Donald Trump. Il va danser sur... C'est ça. Young fait... Men. Exact. By the way, Young Men, YMCA, là, tu sais où s'est développé le christianisme musculaire? Ensuite? Dans les YMCA. Comme par exemple, le professeur de Concordia, Gad Saad, qui était tellement fier de partager une vidéo de lui qui danse à Mar-a-Lago sur YMCA. Pas n'importe quelle danse, c'est comme la danse de Trump. Les gens sur Internet appellent ça le double jerk, mais genre, je sais pas, j'ai pas de nom pour cette danse exact. Double branle? Je trouve ça intéressant parce que dans la vidéo, Gad Saad fait cette danse. On voit tout le banquet qui fait la danse. C'est comme un rituel, en fait. C'est genre... C'est un professeur de quoi, lui? C'est un professeur de marketing ou d'évolution comportementale. Ben, ses livres, c'est des best-sellers, là, mais il dit tout le monde read the Parasitic Mind. C'est quelqu'un de très islamophobe. Il aime pas les musulmans, Gad Saad. Puis il aime pas les francophones. C'est comme ça, c'est deux axes. C'est un zion. Puis ils trouvent que les francophones sont stupides parce qu'ils font venir beaucoup d'immigrants musulmans vu qu'ils parlent français. C'est ça son take sur le Québec. Il chiale tout le temps sur le fait qu'ils payent trop d'impôts au Québec. Puis c'est ça, dans la danse de Trump, moi personnellement, je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, oui, il avait le double jerk, mais il a racheté le swing de golf dans la chorégraphie. Je trouve ça, c'était du génie. Là. Si on peut donner à Trump son génie, on va lui donner. Là, on revient à Justin Trudeau à Mar-a-Lago, il va manger avec Trump, puis pendant le repas, Trump revient sur la menace de tarifs unilatéral de 25% sur les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Justin Trudeau lui dit tout bonnement, ça c'est selon Trump, si vous allez de l'avant avec ça, le Canada va se dissoudre. Qu'est-ce que Trump répond? Il dit, si vous pouvez pas survivre à des tarifs de 25%, ben le Canada devrait faire partie des États-Unis. Puis c'est là que tout commence. Je sais qu'on parlait plutôt dans l'épisode de Justin qui se fait émasculer, qui se fait appeler girl, mais j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi faible que ça en temps de négociation commerciale. Tout ça, là, tout ce qui se passe avec cette idée qui est née dans la tête de Trump vient de la faiblesse de Justin Trudeau. Littéralement. Selon Dominique Leblanc qui était à cette table-là quand la blague a été faite, c'est pas exactement ça qui a été dit, mais je suis sûr que c'est quelque chose de très similaire comme « Oh, on s'en sortirait pas si vous mettiez des tarifs ». Je veux dire, j'espère vraiment que le premier ministre du Canada n'a pas vraiment dit comme tactique de négociation qu'on n'allait pas survivre avec ces tarifs. T'as plus aucun leverage. Puis moi, je pense que Trump, là, comme amadoué, il a été full friendly avec. Puis là, Justin Trudeau a dit tout bonnement parce qu'il pensait qu'il était avec quelqu'un de friendly. On pourrait pas, en riant, genre, on pourrait pas survivre aux tarifs. Là, à ce moment-là, naît un meme dans la tête de Donald Trump. Je trouve que nos médias, ils parlent pas assez de cette discussion initiale où est-ce que l'idée a émergé dans la tête de Donald Trump. C'est ça. Une fois que le souper termine, il y a des premières fuites qui ont été transmises à Fox News des discussions entre Trump et Trudeau
Trudeau. Au Canada, on commence déjà à vanter la manœuvre surprise de Trudeau d'aller en cachette voir Trump. Mais du côté américain, tout de suite, la nouvelle sort dans les médias. Trump a dit à Trudeau qu'on devrait faire partie des États-Unis. C'est genre... Voici genre la genèse de cette histoire. Je pense que c'était important de faire la chronologie avant de parler de comme où est-ce qu'on est maintenant. Bien que je dis que ça fait des années que notre plus grosse menace géopolitique, c'est les États-Unis. Il y a littéralement plein de clips de moi sur Internet qui disent ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment le Canada, en un instant, est devenu le sujet au menu du jour de la discussion publique américaine. Tellement de gens qui n'ont même pas parlé une seule fois du Canada ont en même temps des opinions très tranchées, puis comme s'ils connaissaient le Canada, puis encore moins le Québec. Au début, c'était juste une blague. C'est ça qu'on disait. C'est ça que le Dominique Leblanc, le ministre des Finances qui remplace Chrystia Freeland, a dit. Ah, c'est des blagues. Trump, c'est notre ami. Je texte à ses représentants. Il va pas nous envahir. Il m'envoie des bonhommes. Des pouces bleus. Mais pour Trump, oui, c'est peut-être une blague, mais c'est aussi un outil mimétique. En fait, faut comprendre comment Trump s'explique. Mais c'est un troll. Exact. Comment il s'exprime publiquement. Il se répète constamment. C'est comme ça la tactique de langage de Trump. Trump développe des formules qu'il va répéter sans arrêt. Puis en ce moment, on est une des formules. On est une des façons de captiver l'attention des gens, de détourner des vraies affaires. C'est pour ça aussi que c'était étrange, parlant de Joe Rogan, de voir Trump à Joe Rogan. Parce que ce format de discussion se prête vraiment mal aux formules apprises et répétées sans arrêt. Puis je pense que c'est pour ça que ça a donné un gros succès. C'était comme une curiosité. Tout le monde voulait voir comment Trump allait se débrouiller dans une discussion de 3 heures sans pouvoir constamment se répéter. Je pense que le fait que Trump a maintenant 10 ans de vie politique active fait en sorte qu'il sait exactement ce qu'il a besoin. Il a besoin de distraction. Puis c'est encore plus évident qu'avant maintenant parce que personnellement, je suis tellement habitué de le voir communiquer. Pour lui, même l'existence même du Canada en tant que pays souverain, c'est une simple distraction pour qu'on le laisse tranquille avec le fait qu'il a littéralement dit à un journaliste du Times que les prix ne peuvent pas descendre comme il l'avait promis. Puis là, je cite, ok, qu'est-ce qu'il dit sur les prix à l'épicerie? Il dit « Look, they got them up. I'd like to bring them down. It's hard to bring them down, so once they're up, you know it's very hard. » Ça, c'est une citation après l'élection. Jamais Donald Trump aurait dit ça pendant les élections. Il était comme, oh, l'essence va être le plus bas de l'histoire, les prix à l'épicerie vont être le plus bas de l'histoire. 2 semaines après les élections, il dit à un journaliste qu'il va pas pouvoir descendre les prix. Ça devrait être un scandale. Mais cette nouvelle est passée sous le radar, et maintenant on parle du fait que le Canada devrait être un État américain aux États-Unis. Pourtant, ce qui a rallié le plus de gens à Trump, c'est l'économie. Mais c'est pas une question d'économie, c'est une question de momentum culturel, je pense, à la politique de Trump. On s'en fout, il y avait un momentum, justement, un pendulum shift qui a fait que Trump a gagné. Puis je pense que souvent, moi, j'ai eu l'impression que comme, oh non, c'est parce que les gens sont vraiment soucieux de l'inflation, puis comme de quoi de vraiment culturel, non, pourquoi Trump a gagné, puis ça n'a même pas rapport avec ce qu'il propose pour l'économie. Il vient de le dire, il va pas baisser les prix. Il va annexer le Canada, changer le nom du golfe du Mexique pour le golfe des Amériques, le golfe de l'Amérique, tu sais. Je pense que le Canada, c'est le premier, mais les prochains, ça va être l'Union européenne, puis après, ça va être l'OTAN, puis après, ça va être tout le reste. Puis cette question du Canada, vue à travers les lentilles des médias américains puis des médias sociaux des Américains, nous rappelle tous à quel point ils sont ignorants de notre réalité au Canada. Puis vous voulez surtout au Québec. Puis au Québec. Puis vous voulez mon opinion là-dessus, c'est une très bonne chose. Le mot... Mais moi, j'ai juste pour ajouter, là, j'ai vu plein de Canadiens anglais sur TikTok dans les dernières semaines expliquer à leurs abonnés ou au web, là, whatever, sur qui ils tombaient, c'était quoi le Bloc québécois. Puis aussi, pour représenter le Canada médiatiquement dans les médias d'héritage américains, on a Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. C'est drôle parce que son frère, ancien maire de Toronto, Rob Ford, qui est décédé, est une des seules figures politiques canadiennes à avoir marqué la pop culture web des États-Unis avec sa saga de fumage de crack. Donc partout où est-ce que je voyais des clips de Doug Ford, à Fox News ou à CNN ou peu importe, tous les commentaires étaient comme « Hey, retourne fumer du crack ». Genre... Wow. Mais ils ressemblent, ils ont, non, ils se sont très... ils ont un air de parenté. C'est comme des jumeaux un peu. On dirait... Non, mais moi, j'étais vraiment deep dans le Rob Ford Lord quand ça arrive. Leur famille, ça doit être toute une famille. Ouais, ben RIP Rob Ford, ouais, greatest mayor. Rest in peace. Je sais qu'il y a déjà une Trump fatigue au Québec, puis ou qu'ici on n'a pas une, il va en avoir une bientôt. Ils monopolisent nos médias d'information, même cette podcast. Mais je pense que c'est important d'offrir des réflexions subjectives sur son cirque parce que comme ça va pas arrêter. Ce qui revient beaucoup, c'est ça sur TikTok, comme tu disais, c'est des Ontariens qui doivent expliquer aux gens c'est quoi le Québec, c'est quoi le Bloc québécois. C'est comme si nous, en fait, ils nous présentent comme si on était l'espèce de
facteur désagréable qui venait avec le Canada. C'est comme, si vous voulez le Canada, ben vous allez devoir dealer avec le Québec. Puis ça, je trouve ça tellement absurde, puis ça montre encore une fois comme l'espèce de sentiment de supériorité du Canada anglais, quand en tant que tel, maintenant que leur intégrité territoriale est menacée, là, soudainement, il faut être fier de notre bilinguisme, puis il faut être fier du fait que comme on a la poutine, puis du sirop d'érable, tout ça, c'est des choses québécoises. Moi, je pense qu'une des erreurs de communication du Québec dans tout ça, c'est que nous, on n'a pas un capitaine Québec qui est allé sur CNN, qui est allé sur Fox News. Puis je pense que juste pour ramener quelque chose que il y a aucun intervenant qui dit dans tous les médias sur cette situation-là. Il n'y a pas Jean Chrétien, là, qui... Ouais, Jean Chrétien, mais Jean Chrétien, qu'est-ce qu'on dit sur Jean Chrétien? C'est Jean Chrétien, c'est un tabarnak. Il a volé ma fleur de lys. Ah oui, c'est vrai. Puis, parce qu'il faut que tu entends les discours que Jean Chrétien faisait dans les campagnes référendaires sur le Québec. C'est comme à cause de lui, littéralement, qu'on a perdu. Ouais, c'est un fédéraliste. C'est le chef. Une des façons de réaliser que Trump est vraiment pas sérieux avec tout ça, c'est justement le fait qu'il a pas traité de la question du Québec dans ses interventions. Parce que ce serait la chose la plus simple à faire s'il voulait vraiment take over le Canada pacifiquement, c'est de nous diviser entre Québécois et Canadiens. Et il l'a pas fait. C'est juste une espèce de stratégie mimétique qui montre vraiment en fait le wrestling, parce que c'est de la lutte, c'est du K-Fab. Il va continuer à dire qu'il veut take over le Canada. C'est complètement ridicule. Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce sens-là? Est-ce qu'il faudrait justement incarner un personnage de lutte pour 100%. mieux lui répondre? 100%. Puis ça serait quoi le personnage à jouer? Babyface? Je pense que Trump, en ce moment, c'est un heel pour nous, mais pour les Américains, il est pas encore un heel. Quand il va rentrer au pouvoir, puis que là, ils vont voir comme l'échec de ses politiques, là, il va devenir un heel, mais en ce moment, c'est lui le babyface. Mais ce que je voulais dire, c'est que si toi, t'avais à incarner un personnage de lutte pour lui répondre, ça serait quoi ta mise en scène? Si j'étais Justin Trudeau, ouais, je quote-tweeterais Elon qui me dit « girl », puis je dirais « bro, shut the fuck up ». Wow. Ah, écrit spelled out. Avec quelques fautes d'orthographe en prime. Wow, ok. Mais j'avoue, ça susciterait tout un discours. Mais je pense que c'est pas en ligne avec sa persona publique qui est très dans la respectabilité, quoi. Mm-hmm. Le cycle médiatique américain, il fonctionne tellement avec un espèce de mime du jour, mime de la semaine, qui dure sur un cycle peut-être de 10 à 14 jours, qu'on va passer à autre chose, puis on a juste commencé par ça parce que c'est une idée qui a été mise dans la tête par comme notre chef d'État qui est complètement pris de court par le fait qu'il n'y avait aucun pouvoir dans son pays, il n'y avait aucun pouvoir international, puis il est allé complètement nous mettre à plat ventre devant les États-Unis. Mais je pense que c'est quand même un signe, le fait que toute la clause de droite aux États-Unis puis au Québec sont comme se sentir réjouis de l'idée que le Canada ou le Québec fassent partie des États-Unis. C'est vraiment un signe de leur peur puis de leur faiblesse, parce que si les États-Unis veulent vraiment expand, c'est vraiment le signe d'un empire qui est comme en train de s'effondrer. Parce que c'est comme l'espèce de dernier souffle impérialiste, c'est de vous... Ouais, littéralement. Mais l'Empire romain, il a crumble quand il a overextend. Mathieu Bock-Côté, il a fait une chronique pour dire que le Canada, ça n'existe pas, puis c'est de quoi c'est une idée qui revient vraiment beaucoup. C'est le fait que Justin Trudeau a tellement voulu définir le Canada comme cette espèce d'état post-national que quand il va à CNN pour expliquer c'est quoi un Canadien, il dit qu'une des choses les plus importantes pour dire qu'on est Canadien, c'est se dire qu'on n'est pas Américain. Une définition qui fait aucun sens. Et je pense que ça montre les limitations du projet d'État qu'est le Canada, puis c'est pour ça qu'il faudrait faire l'indépendance du Québec. Ok, encore. Non, mais il faut le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que « Ah non, ça va pas aider la cause indépendantiste, tout ce cirque autour du Canada, des États-Unis. » Mais je pense que ça fait juste comme aider la cause indépendantiste, parce que les États-Unis, les gens qui pensent qu'ils seraient contre un État québécois indépendant réalisent pas comment eux ça leur bénéficie, parce que ça va créer une compétition. On va vouloir attirer le commerce américain. Je pense pas que le Canada va faire partie des États-Unis. Je pense que Trump va débuzzer. Puis je pense que c'est intéressant de voir que cette espèce de mythe est né dans sa tête, puis c'est une espèce d'idée qu'il trouvait tellement bonne qu'il a continué à se répéter à lui-même. Il est entouré de gens autour de lui qui ont comme rien d'intelligent à dire. Fait qu'ils sont comme ouais, vas-y, ça va distraire les masses. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Fait que là, nos politiciens qui font des sorties, nos panels d'information qui parlent de ça continuellement, sans vraiment comme expliquer qu'est-ce que je viens d'expliquer là, je trouve ça vraiment absurde de regarder ça toute cette semaine. Ils sont comme, oh non, là, il faut qu'on menace Trump avec ci, avec ça. Tu sais, je pense que la menace de tarif est bien réelle, puis il va falloir la contrer d'une certaine façon. En lui disant, shut the fuck up sur Twitter. Ah, Elon dit ça. Okay. Elon, non, mais ça, c'était pourquoi on gagne. Comment tu gérerais, justement, en tant que premier ministre, là...
Comment tu gérais cette menace-là? Comment t'aborderais ça avec Trump? Ben, je pense que, là, tu sais, j'ai pas de fonctionnaires autour de moi puis de consultants, là, mais j'aurais besoin de beaucoup de données sur savoir ce déficit commercial vient d'où, où est-ce qu'on a du leverage sur eux. Ma vraie strat, c'est rejoindre la Russie, là, puis arrêter d'envoyer de l'argent en Ukraine, puis la Chine, puis en fait... Là, on serait vraiment envahir par les États-Unis. C'est une joke, by the way. Il y a quelqu'un qui va crier ça comme « Ah, Mounir veut rejoindre la Russie ». Mais non, c'est ça, je voulais juste revenir sur comme l'espèce de cercle médiatique de Trump. On va pas faire partie des États-Unis. Merci, Mounir. OK, donc sur ça, je pense que notre émission est finie, c'est ça? Ouais, notre émission est terminée. Ben, merci à tout le monde de nous avoir écoutés encore une fois. Ça fait vraiment plaisir. Continuez de spread the word, de partager les épisodes dans vos stories, de nous taguer, puis d'interagir sur notre Patreon. Pour cet épisode, si vous êtes abonné au Patreon, il y a un fil de discussion sur notre Patreon. Oui, prochain épisode, la semaine prochaine, va être disponible entièrement sur notre Patreon. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez les moyens. Ça, on vous dit à la semaine prochaine. La musique, c'est par Azlo, A-Z-L-O. Faites attention à vous, prenez soin. Bye! Bisous!